Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cours. Alors comme c'est la première vidéo mais qu'on en est vers la fin du chapitre, je vais commencer par faire un résumé des séances précédentes sur ce chapitre. Donc je vais remonter. Voilà. Alors, je rappelle le but du chapitre. Le but c'était de généraliser ce qu'on avait fait par le passé dans des univers finis, en probabilité, à maintenant des univers éventuellement infinis. La première chose qu'on avait vue, c'est que là où par le passé, on prenait comme ensemble d'événements tous les sous-ensembles de l'univers, c'est-à-dire P de oméga, l'ensemble des sous-ensembles de oméga, eh bien on a vu, à travers quelques exemples, que c'était pas forcément pertinent maintenant, qu'il y avait dans un univers infini des sous-ensembles affreux, pas forcément pertinents, qu'on ne désirait pas forcément, qu'on voulait éviter. Donc ça menait à la notion de tribu. C'est la notion de tribu qui va remplacer P de oméga ici, ou sigma algèbre. On notait ça grand A, et puis ça consiste juste à dire, j'ai ce que j'appelle une tribu, et j'y mets tous les événements avec lesquels je veux travailler. Ce qu'il y a dans grand A, c'est ça qu'on appelle les événements. Donc c'est inclus dans P de oméga maintenant, mais c'est pas forcément P de oméga tout entier. Bien sûr, comme toujours, il y a quelques règles à respecter. Je rappelle, donc, ces règles de base, l'événement certain doit y être. Si un événement y est, son contraire doit y être, ça c'est la moindre des choses pour faire des probabilités, on utilise très souvent les contraires. Et enfin, si des événements y sont, leur union, finie ou dénombrable, y est aussi. Bonus, en faisant des unions et des contraires, on a le droit de faire des intersections. Voilà. Donc là je passe. On avait ensuite juste généralisé la notion de système complet par exemple. Donc pas grand chose ne change, si ce n'est qu'un système complet peut être infini maintenant. Donc au lieu de les noter A1, A2 jusqu'à AN, je les note AI pour petit i dans un ensemble d'indices grand I, qui est indéterminé dans la définition, mais qui aura vocation à être grand N, N étoiles, les entiers pairs, même pas forcément des entiers. Tant qu'on peut numéroter tout ça avec des entiers, ça va. On avait fait un petit exemple de système complet, et puis on était passé enfin aux espaces probabilisés, donc on a dit ce que signifiait une probabilité, grand P. Eh bien c'est la même définition qu'avant, encore une fois. À ceci près que maintenant, l'additivité, là où par le passé on disait la probabilité de A1, union A2, union A, etc., union AN, avec des événements 2 à 2 incompatibles, faisait la somme des probas, et bien maintenant c'est toujours vrai, mais on s'autorise une union infinie dénombrable, ce qui va donner une somme infinie dénombrable. Donc la somme de la série. D'où le lien avec le chapitre des séries qui est très important. Alors, je rappelle cette chose importante concernant la notation. Je vous avais dit souvent lors du chapitre de séries qu'une somme de séries, autant que faire se peut, on la notait somme pour i allant de, par exemple, 0 à plus l'infini, ou 1 à plus l'infini. Ici, comme je ne sais pas qui est l'ensemble d'indices grand I, je l'ai noté tel quel, somme pour petit i appartenant à grand I, mais bien sûr tout ça c'est un nombre, ça désigne la somme de la série, et pas la série elle-même, bien sûr, puisque ces deux choses, de part et d'autre du signe égal, sont des nombres. D'accord, alors on continue. On avait ensuite vu que toutes les règles de calcul en proba, qu'on connaissait déjà, ne changent pas, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ensuite, on avait vu un petit changement de vocabulaire, mais très important. Là où par le passé, on appelait impossible un événement de proba 0, maintenant on va dire juste négligeable. Et là où on appelait certain un événement de probabilité 1, maintenant on l'appelle presque sûr. Pourquoi ce changement de vocabulaire? Parce que dans un univers infini, c'est-à-dire dans la vraie vie, les événements négligeables, je vous ai dit, ça arrive tout le temps. Repensez à ce jeu de fléchettes. La probabilité de tirer dans une certaine zone, c'est l'aire de la zone divisé par l'aire de la cible. Un point, ça n'a pas d'aire. Quand vous tirez sur un point, quand vous tirez votre fléchette, elle arrive bien en un certain point. Mais quelle était la proba qu'elle arrive en ce point? C'était 0.
Donc des événements négligeables, ça arrive tout le temps. Ça arrive très souvent. Il y a plein de cas de figure où des événements négligeables arrivent. Donc on ne dira plus impossible, on dira négligeable. On a ensuite vu vraiment des nouveautés pour le coup, c'est-à-dire comment calculer des probabilités d'union infinie ou d'intersection infinie. Alors quand ces événements sont dans l'ordre croissant, quand vous avez une suite croissante à n d'événements, c'est ce que j'ai dessiné ici, des événements de plus en plus grands, la probabilité de l'union, c'est la limite de la proba. Quand vous avez inversement une suite décroissante d'événements, des événements de plus en plus petits, la probabilité de l'intersection, c'est la limite. Tout ça, ça provient du théorème de la limite monotone. Ces limites ici sont des limites de suite monotone. Et son corollaire, on avait vu qu'il lui marche tout le temps, fonctionne tout le temps. Voilà, et puis on avait résumé les différents moyens de procéder du coup. On avait terminé par un petit exercice et les généralisations des formules connues en proba qu'on avait déjà beaucoup étudiées dans notre nouveau cadre. Alors grosso modo, rien ne change. Et par contre, la formule des probas totales, elle ne change pas, mais elle s'améliore. C'est-à-dire que dans la formule des probas totales, il y a une notion de système complet derrière. Et bien maintenant, comme les systèmes complets peuvent être infinis dénombrables, et bien les sommes dans la formule des probabilités totales peuvent être des sommes de série. Donc on avait justement fait un exemple avec cette nouvelle formule, on va dire, ici. On avait enfin juste généralisé la notion d'indépendance, et je tiens beaucoup à ça. Retenez cette phrase en français plutôt que juste cette formule sans lire les hypothèses. C'est la probabilité. On dit que des événements sont mutuellement indépendants si la probabilité de n'importe quelle intersection finie d'entre eux égale le produit de ces probabilités. C'est pas 2 par 2, c'est pas tous à la fois, c'est n'importe quelle intersection. Ok, alors on arrive à la nouvelle partie. Donc il nous reste à généraliser une chose, c'est la notion de variable aléatoire. Tout ce chapitre, je rappelle un peu son but. On n'étudie pas les espaces probabilisés en tant que tels, parce qu'on n'est pas des théoriciens à l'extrême, on est là pour quand même plutôt calculer des probabilités, étudier des variables aléatoires. Donc tout ce chapitre, c'est un chapitre de mise en place d'un nouveau contexte. Donc justement, terminons avec les variables aléatoires. Alors maintenant, elles ne seront plus nécessairement à support fini. On va s'autoriser à regarder des variables aléatoires qui peuvent prendre un nombre infini de valeurs infinies dénombrables pour l'instant. Je redonne la définition de variable aléatoire réelle. Alors ce qu'on avait, nous, avant, c'était juste ce que j'encadre ici. Une variable aléatoire sur un espace probabilisable oméga A, c'était juste une application grand X de oméga dans R. Maintenant, on rajoute une condition. Pour la simple raison qu'en fait, tout sous-ensemble de oméga n'est plus forcément un événement dans notre nouveau cadre, c'est cette notion de tribu. Donc on demande juste qu'en fait, tous les événements de type grand X soit inférieur ou égal à petit x, et ce pour tout x, doivent être dans la tribu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas étudier notre variable. Si ces choses n'étaient pas des événements, on ne pourrait pas calculer leur proba, ça n'aurait même pas de sens, et puis ces entre guillemets variables ne seraient pas pertinentes. Donc c'est ce que j'explique ici. Donc voilà, on demande juste qu'en fait, tous les événements de ce type soient pertinents. Et puis, c'est dès lors qu'on les appelle des événements. Alors, ils sont très importants, ces événements. On va un peu les étudier dans la suite. Donc, justement, exemple. On considère la cible que j'ai dessinée ci-dessous pour un jeu de fléchettes. Et puis, on délimite des zones que j'ai dessinées ici, le disque central que j'ai appelé D, et des couronnes C1, C2, C3. Donc ici, l'univers oméga, c'est la cible en entier. Grand A, l'attribut, alors c'est pas très important. Disons qu'on prend l'attribut engendré par tous les disques inclus dans oméga, ce qui permettra immédiatement de voir que par exemple D, C1, C2, C3, en tant que disques, complémentaires de disques, union de disques, etc., seront dans l'attribut, donc seront bien des événements. Ensuite, j'appelle grand X le nombre de points obtenus quand on lance cette fléchette.
Ce qui m'intéresse par contre, moi, c'est déjà le support de grand X. Alors bien sûr, on tire sur la cible et puis on peut marquer 1, 2, 5 ou 10 points. Donc voilà notre support. Et puis je vous donne quelques exemples d'événements de type grand X est plus petit que X. Alors grand X plus petit que 10, c'est toute la cible. N'importe quelle issue donnera un nombre de points inférieur ou égal à 10. Par contre, x inférieur ou égal à 1, c'est C3. Marquer un nombre de points inférieur ou égal à 1, ça veut dire que vous avez tiré dans la zone bleue. X plus grand que 5, c'est quoi? Eh bien, c'est le disque central, union, la couronne 1, etc., etc. Alors, une petite remarque importante, c'est que, en fait, ces événements, on peut tout faire avec. On peut étudier à peu près tous les événements relatifs à X avec ces événements à la base. Je vous donne quelques exemples. Donc, par exemple, si vous voulez encadrer X, grand X, si vous voulez regarder un événement du type X est strictement plus grand que A et inférieur ou égal à B, eh bien, on peut le construire à partir de deux événements du type ci-dessus. Ça revient juste à dire que X est inférieur ou égal à B et n'est pas inférieur ou égal à A. On peut même regarder des événements de type grand X égale petit x. Eux, on va les construire à partir de l'événement ci-dessus. Alors ça demande un peu plus de travail pour être vu, on le regardera peut-être en TD, mais juste intuitivement, je vous l'explique. Je dis qu'en fait, être égal à x, ça veut dire être inférieur ou égal à x, et être strictement plus grand que tous les x moins 1 sur n, et ce pour tout n. Donc je suis en train de dire, x est plus grand que x moins 1, petit x moins 1, mais aussi que petit x moins 1 demi, moins 1 tiers, etc., moins 1 millionième, moins 1 milliardième. Donc quand vous donnez cette inégalité pour tout n, en fait, assez rapidement, on se rend compte que ça impose à grand X d'être supérieur ou égal à petit x. Du moins, ça lui impose de ne pas pouvoir être strictement inférieur à x. Donc même les événements de type égalité, en fait, peuvent s'obtenir avec des intersections d'événements de type inégalité. Alors ces événements, justement, ils ne sont pas tout à fait nouveaux pour nous. On les a déjà étudiés beaucoup. C'est en fait ce qui se cache derrière la notion de fonction de répartition. Donc je redonne la définition qui n'a pas bougé d'un iota. Grand F indice grand X, la fonction qui à tout petit x réel associe la probabilité, justement, que grand X soit inférieur à petit x, inférieur ou égal. Je donne les propriétés d'une fonction de répartition. Alors là, c'est un peu nouveau. Nous, on en avait vu certaines, mais dans le passé, on travaillait qu'avec des variables aléatoires à support fini. Donc il y avait un peu des particularités des fonctions de répartition qui ne sont pas forcément toujours vérifiées. Par contre, ce que je vous écris ici, c'est toujours vérifié pour toute fonction de répartition de n'importe quelle variable. C'est des propriétés générales. Alors qu'est-ce qui perdure? Qu'est-ce qui est général? Le fait que ce soit une fonction croissante, ça c'est toujours vrai. De limite nulle en moins l'infini, de limite 1 en plus l'infini. Ensuite, une fonction de répartition, c'est continu à droite en tout point. On peut s'attendre au fait que c'est pas continu en tout point, parce que dans nos premiers exemples de fonctions de répartition, il y avait quand même toujours des discontinuités. Mais c'est continu à droite en tout cas. Quand x tend vers x0 plus, f de x tend vers f de x0. Et enfin, des petites règles de calcul qui nous expliquent qu'avec des fonctions de répartition, eh bien, on peut calculer des probas quand même. Alors on passe rapidement sur la preuve, on en parlera plus en détail dans la séance en live. Premier point, la croissance, ça c'est très rapide. Si vous avez T1 plus petit que T2, eh bien l'événement x est inférieur ou égal à T1 implique l'événement x est inférieur ou égal à T2. Donc leurs probas sont rangés dans le même ordre. Pour les limites, déjà c'est important de noter qu'elles existent. Pourquoi? Parce que la fonction est croissante. Donc, théorème de la limite monotone, je rappelle, toute fonction monotone sur un intervalle admet des limites aux bornes de cet intervalle. Donc j'ai noté L indice plus ou moins infini, les limites en plus ou moins l'infini, et puis L indice x0 plus ou moins, les limites à gauche et à droite de x0 appartenant à R. Elles aussi, elles existent par le théorème de la limite monotone. Par contre, rien ne dit qu'elles sont égales, bien sûr. Alors je explique juste pour la limite en plus l'infini. Et puis l'autre, les limites en x0 suivent une idée similaire.
Pour la limite en plus l'infini, je vais poser une suite d'événements, Bn, qui est x est inférieur ou égal à n. Alors je dis que c'est une suite croissante d'événements. Ça c'est clair, hein, si x est plus petite que 1, elle est aussi plus petite que 2, et elle est aussi plus petite que 3, etc., etc. Et par contre, je dis que l'union des Bn, c'est grand oméga. Alors ça mérite un petit peu de détails, mais c'est intuitif. Hein. C'est quoi l'union des Bn? Ça consiste à dire x est plus petit que 1, que 0, ou x est plus petite que 1, ou x est plus petit que 2, etc. Bah oui, c'est vrai. Pour tout oméga dans oméga, grand X de oméga, c'est quoi? C'est un nombre. Donc il est bien plus petit qu'un certain entier. Est inférieur ou égal à n pour un certain n appartenant à n. Prenez par exemple sa partie entière plus 1. Par exemple, petit n égale partie entière de x de oméga plus 1. Donc bien sûr, tout nombre est plus petit qu'un certain entier. Donc ça veut dire, quand on fait l'union de tous ces événements, on a oméga. Et bien dès lors, c'est terminé en utilisant notre théorème de la limite monotone pour les probas dont on vient de parler au début de la vidéo. Donc j'écris qu'en fait, la proba de l'union, bien comme c'est la proba de oméga, c'est 1, mais comme l'union est croissante, c'est la limite des probas. Mais regardez, c'est quoi la limite des probas? Quelle est la proba de Bn? C'est la définition, hein, c'est fx de n. Donc quand n tend vers l'infini, par composition de limites, ça nous donne la limite en plus l'infini, qui est donc égale à 1. On fait pareil en moins l'infini avec cette suite décroissante d'événements, d'intersections vides. Je vous laisse écrire peut-être les détails de ce que j'encadre ici. Il s'agit juste de généraliser ça en changeant les lettres, en changeant les croissants en décroissants, union en intersection, etc. C'est un bon exercice. Je passe sur le 3, je vous laisse le lire et puis on en parlera. C'est la même chose en un peu plus technique. Et enfin 4, je vous le laisse en exercice. Comment vérifier qu'on peut calculer des probas comme ça grâce à la fonction de répartition? Regardez, c'est juste la remarque 6 qu'on a faite ici. Hein. Donc vous appliquez cette chose-là et ça marchera. On termine enfin en parlant de loi. Alors, définition générale d'une loi, ça c'est toujours un peu ambigu. Alors pour moi, pour nous, dans ce cours, la loi d'une variable aléatoire, ça désignera en fait la donnée pour tout intervalle I de R de cette proba, la proba que grand X appartienne à I. Je dis la donnée, la connaissance, c'est pareil. On notera parfois ça, P indice X de I. Et ce que j'appelle la loi de probabilité de X, c'est P indice X. Si vous voulez, c'est une nouvelle probabilité en rapport avec grand X. Mais cette définition, en fait, elle n'est pas très importante, parce que on répondra rarement à la question donner la loi de machin par ça. En fait, la plupart du temps, on reconnaîtra une loi usuelle, parmi les lois usuelles qu'on va voir la semaine prochaine. Par contre, ce qui est important, c'est que, contrairement au premier chapitre, dans le premier chapitre, j'avais écrit « Donner la loi, ça revient à donner l'ensemble des valeurs possibles, donc grand X de oméga, et leur probabilité. » Alors attention, ça c'est valable uniquement dans le cas fini. La définition générale de la loi, c'est ça. On va quand même voir dans la suite des moyens un peu plus simples de répondre à la question « Donner la loi de ». Donc, bien sûr, si vous dites « Je reconnais une loi usuelle » et vous donnez cette loi, c'est bon. Vous pouvez aussi donner la fonction de répartition. Donner la fonction de répartition répond à la question « Donner la loi de » en vertu du théorème suivant. La fonction de répartition caractérise la loi. Autrement dit, si vous avez deux variables aléatoires réelles qui ont la même fonction de répartition, alors elles ont la même loi. La démonstration, c'est admis, mais c'est un peu tout ce qu'on vient de faire. Hein. Connaître la fonction de répartition, c'est quoi? C'est connaître toutes les probas de type grand X est inférieur ou égal à petit x. Est-ce qu'à partir de ça, on peut recréer la loi, c'est-à-dire toutes les probas de type grand X appartient à I? Alors c'est un peu long et technique, mais la réponse est positive, et c'est pas étonnant. C'est ce qu'on avait vraiment commencé à faire ici, regardez. À partir uniquement des événements de type grand X inférieur ou égal à quelque chose,
on a recréé les événements comme ça, et puis du coup les égalités aussi, etc. etc. Donc oui, à partir uniquement de la fonction de répartition, on peut trouver la probabilité que grand X appartienne à n'importe quel intervalle. Alors on termine avec un exemple de fonction de répartition, un nouvel exemple qui ne va pas ressembler à ce que vous connaissiez jusque-là. Donc je vais prendre comme variable aléatoire celle qu'on utilise dans Scilab, ce fameux rand. Alors je rappelle comment marche rand. Elle rendait un nombre réel dans l'intervalle 0,1 ouvert selon le principe suivant. La probabilité que ce nombre appartienne à un sous-intervalle de 0,1, c'est la largeur de ce sous-intervalle. En fait, c'est exactement notre jeu de fléchettes en dimension 1. La probabilité dans le jeu de fléchettes que la flèche tombe dans une certaine zone de la cible, si vous imaginez que la cible est d'air égale à 1, c'est l'aire de la zone. Dites-vous que l'intervalle 0,1, c'est une cible de fléchette en dimension 1. Donc la probabilité, si je fais un dessin en dimension 2, avec une cible d'air égale à 1, la probabilité de A, c'est l'aire de A. Bien sûr, sur 1, donc l'aire de A. En dimension 1, c'est ce qui se passe avec Scilab. Quand on tape rand, il a en fait, donc là on est en 2D. En dimension 1, qu'est-ce qui se passe? On a notre intervalle 0,1, qui est de largeur 1. Vous remplacez juste le mot R par le mot largeur. La probabilité de tomber dans cet intervalle I, c'est la largeur de I. En fait, ça vous explique que tout ce qui compte, c'est la taille de la zone, pas où elle se situe. Ce petit I ici, que je pourrais le prendre et le glisser, ça ne changerait pas la probabilité. Tout ce qui compte, c'est sa largeur. Et c'est ça que fait Scilab quand vous tirez un nombre avec la loi rand. C'est ce qu'on appellera plus tard la loi uniforme sur le segment 0,1. Attention, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on connaît déjà comme loi uniforme, parce que nous, on ne connaît que des lois uniformes sur des ensembles finis. Ici, le cardinal est infini. Le cardinal de l'intervalle 0,1. Alors, quelle est la fonction de répartition de cette loi, justement? Avec ce qu'on vient de dire, c'est clair. Si vous prenez un x négatif, la proba que la fléchette tombe à gauche de 0, c'est 0. On l'a dit, ça tombe dans 0,1. Pareil, si vous prenez un nombre plus grand que 1, il est certain, il est presque sûr, mais en l'occurrence ça va même être certain, que votre proba, que grand X soit inférieur ou égal à X, c'est 1, puisque vous allez effectivement tomber à gauche de X, puisque X lui-même est à droite de 1. Et maintenant, si X est entre 0 et 1, quelle est la proba d'être inférieur ou égal à X? C'est la proba d'appartenir à l'intervalle, proba que grand X appartienne à l'intervalle 0x. C'est sa largeur, c'est x. Donc on peut tracer le graphe de la fonction de répartition parce qu'on connaît son expression pour tout x. Alors allons-y, à quoi ça ressemble? Pour tous les x négatifs, c'est 0. Pour tous les x plus grands que 1, c'est 1. Et entre les deux, ça se relie par la droite d'équation y égale x. Affine. Donc voilà la fonction de répartition de rand. Y égale fx de petit x. Alors ça ressemble effectivement pas trop à ce qu'on avait vu jusque-là. Nous, on s'imaginait plutôt des fonctions de répartition avec des sauts, des discontinuités. Là, c'est pas le cas. Mais elle respecte, vous pouvez le voir, les propriétés générales dont on a parlé ci-dessus. Alors voilà, donc dans la suite, dans le prochain chapitre, on va étudier certaines variables aléatoires plus en détail. Pour terminer, je fais juste une petite remarque sur cette variable aléatoire, là, le rand de Scilab. On ne va pas l'étudier tout de suite, elle, on va la garder pour encore plus tard. Dans un premier temps, on va étudier ce qu'on appelle des variables discrètes. Ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt une variable continue. Un peu comme la loi normale que vous avez pu apercevoir au lycée. Donc ça, ce sera pour encore dans plus longtemps.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt.